Votre dernier livre, lui, il est paru l'année dernière chez l'Artilleur, La stratégie de l'intimidation du terrorisme djihadiste à l'islamiquement correct. Vous la qualifiez comment, cette politique européenne et française ? Alors, je souscris à ce qu'a dit mon voisin, il n'y a pas de politique européenne d'immigration. Ça, même des gens d'opinion très contraires sont d'accord là-dessus. Je pense que l'immigration fait surtout l'objet d'un tabou assez incroyable et d'une instrumentalisation de la part d'organismes qui, à tort ou à raison, je ne suis pas là pour juger, mais d'un point de vue purement descriptif, il y a des lobbies, des puissances, des partis politiques, des mouvements idéologiques qui veulent détruire l'idée même de l'État régalien que Max Weber trouvait tout à fait légitime, cet État qui a l'unique monopole de la violence légitime. Et pour détruire cet État régalien et le délégitimer dans son utilisation monopolistique de la violence, eh bien, l'immigré, la figure de l'immigré, quasi christique, est utilisée pour culpabiliser les peuples qui voudraient contrôler leur flux migratoire et diaboliser, voire nazifier, réduire ad Hitlerum, soumettre à la réduction ad Hitlerum les peuples, y compris européens, qui sont quand même loin d'être fascisants, qualifiés de racistes, de xénophobes, d'inhumains, etc. Alors que quand même, si on va dans beaucoup de pays musulmans, on est quand même beaucoup moins bien traité que l'Europe. Et l'Europe est l'endroit au monde où il y a le plus de liberté, de respect des cultures différentes. Même les islamistes eux-mêmes sont plus libres en Europe que dans certains pays musulmans. Une fois qu'ils sont ici, chez eux. Parce qu'ils sont mais quand ils n'y sont pas encore. Alors le problème de ces lobbies immigrationnistes, c'est qu'ils veulent... leur postulat, c'est que vous êtes chez nous, chez vous, indépendamment même du droit. Et du droit non seulement moral des États à contrôler leur population et à dire s'ils veulent évoluer ou pas, hein, et indépendamment même du droit qui consiste à organiser la migration, la refouler, la limiter. Il y a quand même des règles à suivre. Et aujourd'hui, toutes ces ONG qui sont derrière les soi-disant secours de migrants en Méditerranée, aujourd'hui, sont les véritables soutiens des passeurs et des trafics d'humains. Alors on est d'accord là-dessus aussi, il y a des trafics d'humains en Méditerranée, mais les vrais responsables, c'est ceux qui aident les passeurs à réduire le coût. Avant, un passeur, il devait affréter un gros bateau. Maintenant, il met un pneumatique qui s'arrête à quelques mètres. C'est les ONG financées par des souscripteurs ou des milliardaires, hein, des ONG qui ont ce postulat immigrationniste, qui viennent secourir des gens, en fait, alors que le passeur fait payer le même prix au passé. Le passé paye le même prix, mais c'est le secours, c'est l'ONG affrétée, hein, c'est les bateaux affrétés par des ONG qui viennent faire le travail des passeurs. C'est un immense scandale humanitaire, moral, et en plus, c'est une infraction du droit, et c'est pas moi qui le dis, c'est pas un anti-immigrationniste d'Elval, c'est Frontex, l'agence qui doit normalement gérer les frontières européennes. Frontex, Fabrice Leggeri, son directeur, a à de maintes reprises accusé ces ONG de faire le jeu des passeurs, et donc de créer un appel d'air absolument déplorable. Yann Parot ? Oui, excusez-moi, mais quand vous dites qu'il n'y a pas de politique migratoire européenne et que vous faites allusion à Frontex, c'est un petit peu contradictoire, parce qu'il y a évidemment une politique migratoire européenne. Non, mais l'avis ne veut pas dire une politique. L'avis de M. Leggeri, c'est justement qu'on n'applique pas le droit européen, ni même le droit des États. Il n'arrête pas de dire qu'on viole le droit en général. Donc ça n'est pas contradictoire avec ce que vous dites. Mais Frontex, c'est des millions, c'est pas l'avis de monsieur son directeur, c'est des millions d'euros. C'est beaucoup d'argent. C'est une politique migratoire qui remonte à une vingtaine d'années, qui est assez complexe, hein, assez élaborée, et qui passe d'abord par les visas. C'est-à-dire qu'avant, les gens arrivaient en Europe assez facilement. Hein. Après, ils n'étaient pas forcément toujours bien accueillis. Il faut d'ailleurs rappeler, parce qu'on l'a souvent oublié, hein, dans les années 70, on stoppe l'immigration de travail. Et en 1986, je crois, hein, vous me reprenez, sous le gouvernement de Jacques Chirac, la cohabitation, il suspend, suite aux attentats, les accords qu'il y a pour venir en France sans visa avec 40 Rendez-vous compte, la question de Frédéric Tadei est très simple, et c'est le thème qui nous occupe aujourd'hui, sur cette émigration lorsqu'on est à l'extérieur, sur cette immigration. Et vous avez commencé, monsieur, à nous parler de musulmans et d'islam.
d'islamistes. On a dit la même chose, ou on a entendu la même chose. Je peux parler d'islam et d'islamisme, c'est ma spécialité, mais je n'ai pas parlé de ça. Moi, j'ai parlé. Non, mais je crois que vous entendez ce que vous avez envie d'entendre. Je n'ai pas parlé d'islam. Non, mais dans ma démonstration, j'ai dit que les organisations laissez-moi terminer sont immigrationnistes et veulent détruire l'État régalien. Non, mais c'est important. Je n'ai pas parlé d'islam et d'islamisme. Vous avez parlé de musulmans. Vous avez parlé de musulmans. Non, pas du tout. Non, je crois que vous avez entendu ce que vous avez envie d'entendre. Continuez. J'ai parlé de l'État régalien et des puis vous avez mis en doute. Alors d'accord. Mais monsieur, si on fait un débat, si on fait un débat, il faut que vous entendiez ce que disent les autres et ne pas faire dire ce qu'on n'a pas dit. Non, mais je n'ai absolument pas parlé de ces deux mots. S'il vous plaît. Non, mais continuez. Très bien. Il m'a semblé l'entendre. Très bien. C'était dans le titre. Non, vous avez entendu autre chose que ce que j'ai dit. En revanche, c'est pas un bon débat de commencer comme ça. Peut-être, probablement. Très bien. Et puis, vous remettez donc en question et en doute même l'action de ces associations. Mais absolument. Non, mais attendez, laissez-moi juste. Oui. Non, mais j'acquiesce, oui, bien sûr. Et j'ai eu envie d'intervenir et je ne l'ai pas fait. J'acquiesce, oui. Et donc, vous remettez en question et en doute donc l'action de ces associations qui sauvent des vies. Non, elles ne sauvent pas des vies. Elles encouragent l'appel d'air qui crée les morts en mer. En Australie, il n'y a plus de morts en mer. Écoutez-moi. Depuis qu'ils ont bloqué les flux. L'appel d'air, il est créé par vos organisations. Vous savez très bien, n'est pas créé par les organisations. Si, l'appel d'air est créé par ceux qui incitent à... Laissez-le terminer. Nous arrivons en aval et malheureusement pas en amont. Non. Il n'y a plus. Vous allez au-devant des passeurs. Vous allez au-devant des passeurs qui communiquent avec vous. Je suis capable de parler très fort. Non, attendez. Si vous continuez comme ça, je suis capable. Laissez-le terminer, vous répondrez après. Frontex l'a montré. S'il vous plaît. Alors justement, vous avez évoqué Frontex. On ne peut pas, moi en tout cas j'estime, que nous ne pouvons pas, nous baser sur le travail de Frontex, sur les rapports, écoutez-moi, sur les rapports de Frontex, pour juger du bien fondé de l'action des associations et surtout de la situation des populations dont certains jeunes souhaitent quitter leur pays. Donc, j'en reviens à l'attitude, j'en reviens à l'action des associations et au fait que l'Europe décide de cesser justement. Lorsque nous avons donc tous entendu cette déclaration-là, je me suis dit combien de vies. Non mais les vies, c'est vous qui êtes responsable des vies. Mais vous avez raison, nous ne sommes pas responsables. Écoutez, si vous laissez pas parler les gens. Oui, mais si parle 2 heures aussi, c'est pas pareil. Alexandre Delval, laissez-le terminer. Il fait une démonstration de 2 heures pour dire des choses qu'on n'a pas dit. Il a parlé moins de vous pour l'instant. Alors dans ce cas, écoutez, je vous ai juste écouté attentivement. Vous ne pouvez pas aujourd'hui ne pas mettre au centre de ce débat qui est le nôtre la vie humaine. Parce que c'est bien. Écoutez, mais vous imposez à chaque fois vous m'interrompez. Mais vous ne pouvez pas. C'est pas un débat. Vous ne pouvez pas. Mais si c'est un débat. On pose le débat comme on le veut. On n'est pas obligé de subir l'injonction. Je vous laisse avancer. L'injonction n'est pas le débat. Oui. C'est tout. Allez-y. Allez-y. C'est tout ce que j'avais à dire. L'injonction n'est pas le débat. Donc. Moi, je vous répète aujourd'hui, et c'est l'action effectivement des associations, c'est la préoccupation également de certaines femmes et de certains hommes au sein des instances européennes, et également dans notre pays, c'est comment faisons-nous pour qu'effectivement les lois soient respectées, mais surtout et avant tout, comment faisons-nous pour que des vies ne soient pas sacrifiées sur l'autel de la loi. Il faut déclarer illégales les organisations qui, comme le dit Frontex, mais l'illégalité, c'est le manque d'humanité, ces ONG sont illégales. De l'Europe et la politique de notre pays. Non, parce que je ne vous ai pas posé de question. Je ne vous ai pas posé de question, donc vous n'avez pas dit. Si, vous m'avez posé une question d'injonction. C'est la situation dans laquelle se trouvent ces pays-là, par la politique de l'Europe. Non, laissez-moi terminer. Cette culpabilisation est inacceptable. Attendez. L'Europe n'est pas responsable si des Irakiens aujourd'hui quittent leur pays, si des Irakiens, heureusement, contre la guerre en Irak, et j'étais contre, et j'ai écrit des livres contre cela. Exactement. Sur la Syrie, on était beaucoup plus nuancés. Je vous interromps tous les deux, mais si je vous ai bien compris, vous pensez que tous les Africains qui veulent venir en Europe aujourd'hui ne veulent venir en Europe et n'ont pas le droit de le faire, on l'a bien compris. Ils viennent si ils ont le droit. Mais la seule raison pour laquelle ils viendraient, c'est parce qu'il y a des associations qui veulent bien les laisser en mer. Vous comprenez bien qu'il y a des motifs de venir en Europe qui sont tous... J'invite les lecteurs à lire non pas uniquement mes livres, mais aussi le livre du cardinal Sarah, qui est un cardinal africain qui vient d'écrire un livre qui prend le contre-pied de ce que dit le très politiquement correct pape actuel, et il dit que c'est un appel d'air absolument criminel que de faire croire que l'Europe est toujours un Eldorado
Eldorado. En Italie, dans le pays de mes ancêtres, moi je suis un fils d'immigrés en Sicile, il y a 35% de chômage minimum, et la jeunesse, c'est jusqu'à 40% entre Naples et la Sicile. On ne peut pas faire croire que c'est un Eldorado. Qui peut le croire encore, mais il y a des murs avec des barbelés. Est-ce que vous savez que les... Non, mais ils les passent, les barbelés. Ils les contournent, les barbelés. Je termine en... Sur l'Eldorado. Je termine en vitesse. Je vous explique Ces associations immigrationnistes que j'ai étudiées, elles vont en Afrique informer les gens des droits qu'ils ont, mais aussi des possibilités de contourner le droit et même de gruger les États. Et les ONG collaborent avec les passeurs pour aller au-devant des passeurs. Gérard-François Dumont. C'est faux. Non, c'est Frontex. Non, mais il est Frontex. Je sais que vous n'aimez pas la légalité européenne, c'est Frontex. C'est une agence européenne légale. Gérard-François Dumont. Enfin, il faut quand même revenir un peu aux facteurs migratoires, puisqu'en fait, il n'y a immigration que s'il y a émigration, c'est-à-dire départ d'un pays. Exactement. Qu'il y a entre la Pologne et l'Angleterre et entre le Sénégal et la France. Pourquoi pas? Mais si c'est exactement la mais même non, chose, je vais très vite vous expliquer pourquoi. C'est à cause des politiques européennes. Cela tient. faire une différence Non, raciale, quand même. Vous voyez, j'adore. Je vous ai vu venir, mais je vois bien depuis le départ. Vous savez pourquoi ça tient parce que ça tient à l'histoire. Parce qu'il y aurait des visibilités, mais non. Ça tient à l'histoire. Non. Votre histoire, c'est la culpabilisation. Non, il n'y a pas de culpabilisation. Écoutez, on ne marche plus dans la culpabilisation. Les principaux responsables de la misère en Afrique sont les dictateurs africains corrompus. Alors le Sénégal, puisque vous avez pris l'exemple du Sénégal, le Sénégal est une démocratie, cher ami. Depuis peu de temps. Non, a toujours été une démocratie. Depuis peu de temps. Je suis désolé. Le président Senghor, le président Diouf après, le président beaucoup moins après. Diouf, mais qu'est-ce que vous racontez? Une démocratie formelle, ça ne veut pas dire une démocratie tout court. Non, mais soyons respectueux. Les vrais pouvoirs au Sénégal sont les Mourides et les Tidjanis. On ne va pas rentrer dans la politique du Sénégal. Les vrais pouvoirs au Sénégal, c'est les confréries musulmanes. C'est bien, c'est très bien, on y revient. Donc effectivement, ce ne sont pas des vraies démocraties. Le vrai pouvoir, c'est les confréries. Permettez-moi de terminer que le lien qui existe aujourd'hui entre le Sénégal et la France ou les pays d'Afrique francophone et la France est un lien différent de celui qu'il y a entre la Pologne d'anciennes colonies. Ce sont d'anciennes colonies et puis d'anciennes colonies dans lesquelles nos sociétés françaises ont quand même, alors certains parlent de précarité ou de France-Afrique, on va essayer d'éviter de tomber dans ce genre d'expression facile. Mais la réalité est là. Ces pays-là, aujourd'hui, sont encore pour certains co-gérés. Je pense au Mali, mais pas seulement. Je pense à la République centrafricaine. Sont des pays qui sont co-gérés par nous. Avec une. Écoutez-moi, si vous ne savez pas, dites-moi non. Mais au moins écoutez-moi. Non, ne faites pas le sachant qui sait tout. Non, je ne fais pas le sachant, moi je vous écoute attentivement. Je vous écoute toujours attentivement. Ces gens sont autonomes depuis des années, ils n'ont pas voulu. Même le franc CFA, il a été voulu par des Africains. Mais pas du tout. Ils auraient pu s'en débarrasser s'ils le voulaient. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Relisez Yves Lacoste, la géographie du sous-développement. Le pays qui est sorti du franc CFA a décidé d'y revenir. C'est leur choix, vous ne pouvez pas dire le contraire. Et de quel pays s'agit-il? De quel pays s'agit-il? De mémoire, je crois. De la Guinée? Je vous rappelle qu'on a fait un débat sur la France et l'Afrique. Il y a peu de jours dans cette émission, j'aimerais autant qu'on le recommence pas. En ce qui concerne cette jeunesse qui part, vous savez, lorsque vous êtes... parce qu'il y a un attrait. Mais laissez-moi juste au moins terminer. Mais il y a un assistanat. Elle part parce qu'il y a un assistanat. Pourquoi elle ne va pas en Arabie Saoudite? Je suis d'accord avec vous. Cette jeunesse musulmane, pourquoi elle ne va pas en Arabie Saoudite? Parce que même lorsqu'elle passe dans les pays maghrébins, elle est maltraitée. Parce qu'elle est maltraitée. Non, parce qu'il n'y aurait aucun assistanat là-bas. Mais qu'est-ce que vous racontez? Elle vient dans l'Europe assister. Elle ne va pas en Hongrie. Elle ne va pas en Pologne. Elle vient par cette immigration. Parce qu'il parle très fort. Mais parce que vous ne laissez pas parler votre interlocuteur, cher ami. Alors, Claudie Cette immigration va là où il y a des avantages sociaux. Tout le monde le sait, vous le savez très bien. Alors, comment expliquez-vous, Alexandre Vial, qu'il y a eu tant de migrants qui voulaient surtout pas rester en France et aller en Angleterre? Alors ça, c'est différent. Il y a ceux qui ne veulent pas trop travailler forcément qui restent ici, et ceux qui veulent vraiment travailler, parce qu'il y en a, veulent aller en Allemagne ou en Angleterre. Il y a beaucoup de Sénégalais. Je vous arrête, Karine Perrault, qu'on a peu entendu. Si, c'est possible. Paro d'ailleurs, pardon. Non, c'est pas grave. Moi, je trouve c'est assez intéressant de vous voir discuter sur les raisons et porter des jugements sur les raisons pour lesquelles les gens partent ou veulent venir en France ou en Angleterre ou ailleurs. Rien, on constate. Non, si, quand même. Vous dites qu'ils devraient pas, qu'ils n'ont pas les mêmes raisons, qu'ils viennent pour des raisons. Moi, franchement, je ne me sens pas personnellement le droit de juger les raisons pour lesquelles les gens bougent. Je ne me permettrai pas de juger les raisons pour lesquelles vos parents ont émigré vers l'Italie. Moi, je pense qu'il y a une question d'égalité. Je pense que si n'a jamais été un rempart contre les inégalités et les injustices, ça se saurait. Mais disons qu'au moins, il servait de digue au pire. Et aujourd'hui, on a l'impression que cette digue devient de plus en plus mince.
Réponse d'Alexandre Delval. Moi, je constate le mouvement contraire, mais bon, chacun ce qu'il pense. Hein. Aujourd'hui, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme et d'autres institutions œuvrent plus ou moins avec succès, mais parfois avec succès, à la dépénalisation des actes commis par des Français ou des organisations françaises qui, par exemple, aident des migrants clandestins à enfreindre la loi. Donc ça, c'est plutôt le mouvement inverse de ce qui est décrit. Et moi, je souligne que ces organisations, CIMAD et autres, en fait, elles vivent du business de la migration et de l'immigrationnisme. Et leur idée, je répète, ça c'est très important parce que c'est vraiment quelque chose de flagrant. L'idée que l'on retrouve même dans des textes de Médecins sans frontières et d'organisations signataires du fameux appel récemment, c'est que l'État de droit, la loi est intéressante que quand elle est en faveur du migrant, y compris le migrant illégal dont on veut dépénaliser l'illégalité. Mais quand la loi est plutôt préservatrice des intérêts nationaux contre la migration illégale, alors là, la loi... vous voyez, on n'aime la loi que quand elle va dans le sens de l'immigrationnisme. Claudicia ? Non, je pense que si nous pouvons avoir un vrai débat ensemble et à nouveau mettre au cœur de ce débat-là la condition humaine. Depuis tout à l'heure, nous voyons les images, et nos téléspectateurs voient ces images-là, les conditions de vie de ceux qui ont quitté leur pays. Je n'essaie pas de vous sensibiliser plus que cela, mais vous dire à quel point les lois, quelles qu'elles soient des lois pour les Européens ou pour réguler ceux qui viendraient de l'extérieur de notre continent, les lois sont malgré tout faites pour protéger les individus. Et aujourd'hui, face à l'extrême violence, puisqu'on pose la question, Frédéric nous posait la question, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait si peu finalement d'empathie envers les uns et les autres ? Au moins de faire une négociation où les trois auraient été réunis. Merci Alexandre Delval, merci d'évoquer la co-responsabilité, la responsabilité qui est la nôtre. Moi, je pense par principe que toute comparaison entre ce qui se passe aujourd'hui dans des flux migratoires gérés par des démocraties respectueuses des individus, moi, personnellement, je ne dis pas que... Je ne vous accuse pas, hein, mais je trouve ça assez obscène de lier ceci, mais je sais que ce n'est pas votre intention, à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale sous Hitler. C'est la réduction ad Hitlerum dont parlait Léo Strauss, vous le savez mieux que moi, en 1953 dans son livre « Droit naturel et histoire ». Et on le fait trop souvent. Je pense qu'on est trop obsédé dans tous les débats, dès qu'on parle d'identité, de sécurité, d'immigration. Revenir à la Seconde Guerre mondiale empêche, selon moi, le débat, de même que ce que disait monsieur, dès qu'on veut faire de l'émotion et qu'on vous parle d'un petit enfant, etc., on ne peut pas débattre sous le coup de l'émotion ou de la réduction à Vous avez bien compris que moi, je faisais allusion juste au fait qu'à des moments, il y a des frontières qui se ferment. C'est pour ça que je dis que je sais que ce n'est pas votre intention de faire la réduction à l'Hitlérum. Je termine juste mon propos. Deuxième chose, très importante, le mot migrant est une imposture intellectuelle qui met dans le même sac des gens, et moi j'ai écrit un livre sur la Syrie avec une opposante syrienne, je suis très sensible à cette cause, on met dans le même sac des gens qui fuient des massacres horribles, absolument atroces, ou même des génocides, on peut les qualifier parfois comme ça quand ils sont reconnus, et on met dans le même sac des immigrants économiques qui se font passer pour des réfugiés politiques, dont on sait qu'une grande partie ne sont pas des vrais réfugiés politiques, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, nos États soi-disant répressifs décrits par messieurs dames, en fait, n'arrivent même pas à reconduire chez eux 80% des déboutés du droit d'asile qui ont menti sur leur qualité de réfugiés politiques. Donc si on était des États répressifs qui excluent, qui renvoient tout le monde, ça se saurait. Et dernière chose, si vraiment on avait arrêté les flux migratoires, j'ai entendu ça tout à l'heure, depuis les années 70. Officiellement. Officiellement. Ah, on est d'accord. Quand vous visitez un certain nombre de capitales européennes, et ce n'est pas un constat, moi, qui m'ennuie, je m'en fiche qu'il y ait des gens de telle ou telle origine quelque part, mais on ne peut pas nier la réalité. Être politiquement correct, avoir des belles intentions, c'est bien, mais on ne peut pas nier la réalité et demander aux gens de ne pas avoir des yeux. Il y a eu le regroupement familial, et donc il y a eu les enfants. Les régularisations massives chaque 10 ans, chaque septennat. Il y a plusieurs voies qui font que l'immigration a prospéré. Elle disparaît des statistiques par le biais des naturalisations qui elles-mêmes suivent des régularisations. Mais il est faux de dire que l'immigration a été stoppée dans les années 70. Je sais très bien que le professeur Gérard Dumont le sait très bien. François Dumont, je sais que ce n'est pas vous qui l'avez dit. C'est même le contraire. En réalité, au milieu des années 70, avec la crise économique, les pays européens ont considéré... Le jour où notre politique changera,
Je peux vous assurer que nous ne parlerons pas de la même façon mais ce qui de est la intéressant, migration. c'est que vous avez avoué, Alors, une minute chacun. Vous avez Ah, avoué mais je que le suis, vous moi, êtes je suis très contre clair. les frontières. Donc, ce que je disais tout à l'heure n'est pas uniquement mon avis. Ces organisations immigrationnistes sont contre l'idée Non, mais même moi, je de suis pas pour frontières. l'immigration. L'idée Non, même mais moi, de je suis pas- frontières. je suis pour que Non, les mais jeunes c'est restent. votre droit. Moi, je vous Non, juge non, pas. non, je vous le dis, je suis C'est pour que les votre jeunes droit, restent. mais vous Non, avez eu attendez. la franchise de l'avouer. Je veux juste- La je frontière, veux juste donc terminer. le droit qui est autour non, de la frontière non, pour vous ne éviter vous d'aller trop convient loin. pas. Vous évitez d'aller trop loin. Non, mais c'est intéressant. Je veux que les jeunes restent sur le continent. Mais vous voulez supprimer non, les écoutez-moi, frontières. écoutez-moi. Les gens fassent ce qu'ils Je veulent ne veux, Eh bien. je préfère que les jeunes restent chez eux. Mais il ne m'appartient pas à moi de dire à des jeunes qui vous savez, nous avons tous été jeunes. On a des rêves. On se dit la mort ne peut pas nous faucher et que l'on peut aller n'importe Mais faire on n'importe quoi. respecte des règles. Non mais C'est écoutez, c'est pas que nous Moi, pas mes parents respecter ont des règles. immigré, On va parler de mes respect des ancêtres ont règles. immigré, ils ont respecté les respectent les règles. règles. Je vous Moi, mes parents interromps, ont il nous immigré reste en une minute respectant les chacun. règles du pays d'accueil. Karine Parot. Moi, je voudrais revenir sur le respect des règles. Vous disiez tout à l'heure qu'on était dans des démocraties respectueuses de l'état de droit. Oui. Et on pourrait faire le pont avec la politique de l'Union européenne. Alors, en vertu des règles de l'Union européenne, maintenant, on enferme des personnes pendant presque 3 mois en France, dans les centres de rétention. C'est pas des prisons. C'est pas des prisons, mais Pas ça du ressemble pas dans sont nourris, les logés, textes. c'est pas des prisons. Oh, non, monsieur. Non, pas du tout, pas du tout. il Ils fait ont des très libertés froid, de il faut- sortie et de Non, mouvement. écoutez, c'est inhumain ce que vous mais dites. vous le savez. Donc ils sont enfermés le temps qu'on les... alors pas seulement quand ils sont, parce qu'ils sont en situation irrégulière, vous savez qu'en vertu du système de Dublin, ils sont enfermés en vue qu'on les renvoie vers un autre État membre où leur... Où ils auraient qui dû ne marche rester. pas. Non mais si vous voulez... Bien sûr qu'il ne marche Là, pas, c'est mais la il n'a première jamais, demande. non, mais il n'a Oui. jamais été fait pour marcher au regard de son objectif officiel. Pour les Il est fait maintenir. pour mettre des gens en orbite et faire passer les gens de centre de rétention en centre de rétention. Et rassurez-vous, toutes les formalités légales sont respectées. Donc il faut quand même qu'on se Mais il faut pose la dire question pourquoi. de savoir à quoi servent les lois et qu'on se pose la question qu'on se regarde bien en face, comme vous le disiez. Je ne sais pas si c'est une question de civilisation, je pense que c'est une question d'éthique absolument incroyable. Même si c'est conforme à la loi, est-ce que c'est bien de mettre en centre de rétention, d'enfermer en prison loi est des la gens loi. pendant des... Mais non, la loi est la loi, vous savez que On n'est pas un pays Hitler est arrivé fasciste, au la pouvoir. loi, elle est tout à fait donc, démocratique, est-ce- elle est légitime. Dernier mot, Non, c'est important Gérard de Fort.